Bon, décortiquons un peu tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle plongée approfondie. Aujourd'hui, on est le 22 février 2026 et notre mission du jour, elle s'annonce absolument captivante. Ah ouais, je suis totalement prête pour ça. Le sujet est dense. Très dense. L'objectif, pour les esprits curieux qui nous écoutent, c'est de disséquer une vraie montagne de sources récentes, surtout des transcriptions de chaînes YouTube spécialisées en crypto, pour comprendre un événement très précis. Le premier anniversaire du Open Network? C'est ça, le réseau ouvert de Pi Network, qui a été officiellement lancé il y a tout juste un an, le 20 février 2025. Et le moins qu'on puisse dire en regardant ces sources, c'est que le paysage est d'une polarisation mais extrême. C'est vraiment le mot juste. D'un côté, on a des critiques qui hurlent à l'effondrement financier total, et de l'autre, on a un optimisme inébranlable. Un truc soutenu par les fondateurs eux-mêmes et une communauté qui est extraordinairement loyale. En fait, c'est un cas d'étude fascinant sur la fracture entre la ferveur d'une communauté et la dure réalité des marchés. Et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. La règle d'or de notre analyse, c'est l'impartialité. On ne prend pas parti. On extrait juste l'effet de tout ce bruit ambiant pour comprendre où en est réellement ce mastodonte aujourd'hui. C'est essentiel de le rappeler, surtout avec un sujet aussi clivant. Alors, pour bien démarrer, on doit se pencher sur la narration officielle. Parce que les chiffres avancés par l'équipe dirigeante dans la vidéo d'anniversaire des fondateurs, le docteur Nicolas Kokkalis et le docteur Sheng Yao Fan, ces chiffres sont tout simplement monumentaux. Ouais, sur le papier, c'est un bilan qui ferait saliver n'importe quelle boîte de la Silicon Valley. Les statistiques de croissance défient vraiment toutes les normes de l'industrie. Regardons ça de plus près. L'équipe revendique 16,2 millions de migrations vers le réseau principal. Et ça s'accélère puisqu'il parle de 6,2 millions de migrations rien qu'au cours de cette dernière année. Ce qui est énorme. Mais le chiffre le plus dingue, c'est l'identification. 17,7 millions d'utilisateurs auraient passé le fameux KYC, donc la vérification d'identité. Dans le secteur de la crypto, qui est quand même souvent critiqué pour son anonymat, c'est une donnée massive. C'est un tour de force logistique. Il faut se rendre compte que valider des millions de cartes d'identité et de passeports à l'échelle mondiale, ça demande une infrastructure vraiment robuste. Et d'ailleurs, selon eux, l'écosystème va bien au-delà de ça. Totalement. Leurs sources mentionnent plus de 300 applications sur le réseau principal, 421 000 nœuds actifs et un truc comme 46 000 studios de création d'applications. C'est carrément un pays numérique. Et ils affirment aussi que 111 millions de Pi sont actuellement verrouillés, mis en jeu dans cet écosystème. Sans parler de leur annuaire commercial, le Map of Pi. Les chiffres officiels parlent de 148 000 vendeurs inscrits et 2,1 millions d'utilisateurs qui s'en servent pour trouver des commerces physiques. Bref, sur le papier, c'est un empire. Mais voilà, c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a une dissonance cognitive majeure entre cet empire florissant sur le papier et la réalité impitoyable du marché boursier, qui est rapportée par les analystes critiques. La fameuse douche froide. Exactement. Si on regarde les données, lors de son lancement il y a un an, le jeton Pi valait entre 2 et 3 dollars. Ce qui était un super lancement. Absolument. Mais aujourd'hui, la valeur est tombée entre 0,13 et 0,17 dollars. Waouh! Ouais. Mathématiquement, c'est un effondrement brutal de 93 à 95%. C'est violent. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Comment c'est possible d'avoir des dizaines de millions d'utilisateurs, des vrais commerces, et de voir le prix s'écrasser comme ça? La réponse, elle est dans une métrique très simple mais cruelle. Le volume d'échange. C'est le juge de paix. Avoir des utilisateurs, c'est bien, mais avoir des capitaux actifs, c'est ce qui fait vivre un jeton. Pour donner un ordre d'idée à notre auditoire, on parle de quel volume pour les autres cryptos? Pour mettre en perspective, en 24 heures, le Bitcoin brasse environ 43 milliards de dollars. L'Ethereum, c'est 18 milliards. Solana, 3 milliards. Et Pi Network? Le volume de Pi stagne à un minuscule 13 millions. 13 millions face à des milliards, ah oui, le contraste est saisissant. La conséquence directe, c'est que leur capitalisation boursière totale est passée de 17 milliards à 13 milliards. Et une valorisation pareille, avec seulement 13 millions de transactions par jour, ça illustre un marché complètement anémique. Il n'y a pas d'acheteurs. Donc l'engagement social ne se transforme pas en liquidité financière. Pas du tout. Mais au-delà de ça, les sources critiques pointent un problème structurel profond. L'économie même du jeton, la fameuse tokenomics, comment l'offre est gérée. C'est là que ça blesse. Sur une offre totale maximale de 100 milliards de pièces, les critiques soulignent que 90 milliards seraient conservés par l'équipe fondatrice. 90%? Mais c'est perçu comme un monopole, ça, non? De l'offre, c'est un signal d'alarme rouge écarlate.
Ça érode la confiance des investisseurs qui ont peur que le marché soit inondé du jour au lendemain. Ce qui nous amène à leur système de staking, qui aggrave le truc. Ouais, la formule de mise en jeu semble dysfonctionnelle. Au lieu de réduire l'offre, elle libère 5 à 6 millions de nouvelles pièces par jour sur le marché. Donc on inonde un marché qui n'a déjà que 13 millions de dollars de volume. Forcément, le prix s'effondre sous l'inflation. C'est la loi de l'offre et de la demande. Pour comparer, le XRP gère aussi une offre de 100 milliards, mais avec une stratégie beaucoup plus saine et une capitalisation forte. Et un autre point majeur soulevé par les analystes, c'est l'absence de PI sur les grands échanges. 1 an après, ils sont toujours sur les mêmes plateformes du début. OKX, BitGet, Get.io, MIXC. Voilà. Aucun signe de Binance, Coinbase, Bybit ou Kraken. Pourquoi ces géants les boudent? L'incapacité à attirer ces géants institutionnels, c'est un indicateur de santé. Ces plateformes exigent une transparence totale sur la tokenomics. Si Pi n'y est pas, ça soulève des doutes sur leur gouvernance ou leur technologie. D'ailleurs, en parlant de crédibilité institutionnelle, il y a cette anecdote mémorable dans les sources critiques. Elle illustre parfaitement ce décalage. Ah oui, l'événement crypto. C'est ça. Lors d'un événement récent de l'industrie, l'un des fondateurs aurait été littéralement expulsé après 5 à 10 minutes de présentation. C'est quand même fou. Et les détails sont lunaires. Il n'aurait même pas eu de chaise convenable et aurait dû apporter sa propre bouteille d'eau. Qu'on y croit ou non, le simple fait que cette histoire tourne en boucle dans le milieu. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est une image forte. Ça montre le fossé entre leurs prétentions de grandeur, avec leurs millions de clics, et le rejet frontal de la part de l'industrie institutionnelle. Pour les pros, le nombre de téléchargements pèse moins que la transparence financière. Alors face à ce rejet et à cette chute des prix, c'est ici que ça se devient vraiment intéressant sur le plan humain. La communauté n'abandonne pas. Au contraire, il y a ce phénomène GCV. La valeur de consensus global. Voilà. Une partie de la communauté refuse tout simplement d'accepter le prix de 0,17 $. Ils militent pour fixer eux-mêmes la valeur à un niveau stratosphérique. C'est fascinant sociologiquement, c'est une ferveur quasi religieuse. Et c'est pas juste 3 tweets, ils ont un site web qui recense 1224 soutiens commerciaux, dont 7 grossistes. Il y a des dizaines de boutiques qui acceptent ce consensus. Par exemple, les sources citent 75 commerces en Uttar Pradesh, 68 au Bengale occidental. C'est une vraie organisation. Pire ou mieux, selon comment on le voit, il y a cet événement prévu à Pune, en Inde, le 22 mars. Un événement avec un droit d'entrée facturé 1000 roupies. Et là, les analystes de l'industrie montent au créneau. Et à juste titre, ces analystes dénoncent fermement ce genre d'événement, qualifiant ça d'inutile et avertissant la communauté de ne pas payer ce droit d'entrée. C'est le danger des attentes démesurées. Il faut rester impartial, mais le phénomène GCV illustre bien les risques dans le Web 3. Vouloir une valeur n'équivaut pas à la créer. S'il n'y a pas d'acheteur réel en face, l'argent n'existe pas. Mais alors, face à ça, quelle est la véritable stratégie de développement de l'équipe officielle? Ils ne parlent pas de lever des capitaux. Non, leur feuille de route 2026 affirme se concentrer sur l'utilité réelle. C'est-à-dire, Construire en interne. Ils développent un échange décentralisé, un DEX, et surtout des pools de liquidités avec un protocole de création de marché automatisé, un AMM. donc, au lieu de dépendre de Binance, ils construisent leur propre économie interne pour stabiliser l'écosystème. Exactement, c'est audacieux. Mais au milieu de tout ça, il y a un atout inattendu qui ressort des sources. Et pour moi, c'est le point de bascule de cette analyse, l'intégration de l'intelligence artificielle. Ah, le système de vérification? Oui, parce que pour passer le cas ici de 17,7 millions de personnes, humainement, c'est impossible. P-Network a utilisé une IA massive pour traiter ces vérifications d'identité. Et les sources notent que ce modèle d'IA de KYC est devenu tellement performant qu'une nouvelle stratégie émerge. L'idée de l'offrir comme service à d'autres entreprises du Web3. Le fameux KYC as a service. C'est un pivot potentiel énorme. La conformité réglementaire est le plus grand défi du Web3 actuel. Si Pi peut transformer cette contrainte en un service vendu aux autres, ça devient une source de valeur majeure, bien plus concrète que leurs jetons. En attendant de voir si ça se concrétise, la communauté a les yeux rivés sur une date clé, le 14 mars 2026, le fameux Pi Day. Les attentes sont très hautes pour cette journée. Les sources parlent d'une potentielle deuxième vague de migration vers le réseau principal. Il y a aussi les récompenses pour le programme de parrainage qui pourraient être débloquées. Sans oublier de nouvelles vagues d'invitations au KYC et l'introduction de badges communautaires, voire des tombolas. Bref, de quoi ravivir la flamme des partisans. Alors, on arrive au bout de cette montagne de sources. Ceci soulève une question importante pour notre auditoire. Pourquoi on devrait s'intéresser à tout ça?
Parce que Pi Network est une expérience grandeur nature fascinante. Ça démontre en temps réel qu'avoir des dizaines de millions d'utilisateurs sur le papier ou des millions de clics, ça ne se traduit pas automatiquement par une valeur financière. S'il n'y a pas d'utilité économique organique. Et une gestion transparente de l'offre, oui. C'est une leçon magistrale sur la différence entre bâtir une audience sociale et bâtir une véritable économie. Et ça me mène à une dernière pensée provocatrice, juste pour nourrir la réflexion de ceux qui nous écoutent. On a vu cette technologie d'IA pour le cas ici. Oui. Et si le véritable produit de Pi Network n'avait jamais été sa crypto-monnaie? Comment ça? Technologie d'intelligence artificielle capable de vérifier l'identité de millions d'utilisateurs sans friction deviennent la norme de sécurité vendue à toute l'industrie du Web3. Ce serait un retournement de situation incroyable. N'est-ce pas? Se pourrait-il que le plus grand succès de Pi Network soit finalement de devenir une immense entreprise de logiciels de sécurité, discrètement déguisée en crypto-monnaie communautaire depuis le premier jour? C'est une perspective qui change complètement notre façon de voir ce projet. Sur cette réflexion, gardez l'esprit critique et l'œil ouvert. C'est tout pour notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée. À très vite.